dans la presse avec Hélène Frade, bien sûr. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une de la presse britannique notamment, les réactions à l'accord sur la défense, la pêche et l'énergie, accord conclu hier entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Un sommet symbolique, showpiece, d'après le Financial Times, qui évoque la réinitialisation de cet accord, des liens commerciaux post-Brexit. Le journal salue un premier pas vers la reconstruction des liens entre l'Europe et le Royaume-Uni, 9 ans après le référendum donc, sur le Brexit. Un accord qui constitue surtout, selon lui, la reconnaissance de l'intérêt des deux parties à collaborer plus étroitement. The Guardian, autre quotidien britannique, évoque les avantages évidents de cet accord, mais aussi les risques politiques pour le Premier ministre Keir Starmer, qui aurait reconnu pour la première fois ce que les gouvernements britanniques successifs auraient nié pendant des années, à savoir que le Brexit a porté préjudice à la Grande-Bretagne, le risque politique étant pour lui de se retrouver taxé de trahison par ses adversaires. Et d'ailleurs, on va le voir Hélène, l'entente entre Londres et Bruxelles, elle provoque effectivement une levée de bouclier à droite. The Times, évoque, le Daily Telegraph évoque un baiser d'adieu au Brexit dans le sillage de l'ex-premier ministre Boris Johnson, de Kemi Badenoch, qui est la chef des conservateurs, et de l'europhobe Nigel Farage, le chef du parti Reform UK, de Daily Telegraph, je vais y arriver, qui est un tabloïd conservateur, dénonce effectivement une trahison du Brexit. Comme toujours, les plus remontés sont les tabloïds. Le Daily Express cite d'ailleurs Nigel Farage dans le texte et se déchaîne contre la capitulation abjecte à laquelle se serait livré Keir Starmer, en particulier son compromis sur la pêche. En 2016, nous avons voté pour reprendre le contrôle de nos eaux de pêche et offrir une bouée de sauvetage indispensable pour cette industrie. Aujourd'hui, nous apprenons que l'accord conclu avec Bruxelles accordera aux pêcheurs européens l'accès aux eaux britanniques pendant encore 12 ans, s'étrangle le tabloïd, d'où cette une, ma foi, du Sun assez poissonnière, sur le fait que Keir Starmer se serait laissé berner comme un hareng like a keeper, l'équivalent de notre français se faire prendre pour un lapin de 3 semaines. La colère des Brexiteurs qui est aussi à retrouver du côté du Times et de ce dessin de Morton Morland qui montre, on le voit, les Brexiteurs aussi furieux qu'impuissants alors que Keir Starmer négocie avec l'Union européenne. Le Royaume-Uni, Hélène, qui, on l'a dit dans le journal, a uni sa voix à celle de la France et du Canada pour dénoncer l'extension des opérations israéliennes dans la bande de Gaza. Et The Guardian toujours relève que cette indignation n'est pas partagée par la Maison-Blanche qui continue à soutenir publiquement Israël alors que l'État hébreu vient de lancer une opération sans précédent contre l'enclave palestinienne. Une offensive que le gouvernement Netanyahou, cité par le quotidien israélien Jerusalem Post, justifie par la nécessité d'empêcher le Hamas d'accéder à l'aide humanitaire. Un discours balayé par le quotidien de gauche israélien Haaretz, qui rapporte que Netanyahou a présenté à ses électeurs sa décision de laisser passer l'aide humanitaire au compte-gouttes par la nécessité de faire baisser la pression venue d'Europe et des États-Unis comme une sorte d'opération de relations publiques, tout en continuant à leur promettre d'exterminer de la destruction totale du Hamas, au risque, là encore, de compromettre tout accord sur la libération de la vingtaine d'otages israéliens toujours aux mains du Hamas. Interrogé par Le Parisien aujourd'hui en France, Tal Shoham a vécu 505 jours dans les griffes du Hamas. Il a été relâché en février. S'il s'exprime effectivement sur ses craintes pour ses compagnons qui sont toujours otages et déclare qu'il est très important de faire le nécessaire pour les ramener, il dit également qu'il est tout aussi important, je le cite, d'empêcher toute nouvelle offensive dans le futur. À lire donc Le Parisien. Aux États-Unis maintenant, Hélène, la Cour suprême vient d'autoriser l'administration Trump à révoquer le statut de protection temporaire qui interdisait l'expulsion de plus de 300 000 Vénézuéliens jusqu'à présent. Le New York Times précise que les juges autorisent donc désormais l'administration Trump à mettre fin à cette protection avant même que les éventuels appels
soit examiné, ce qui autorise les autorités donc à procéder directement à des expulsions. Ruth Lopez, qui fut d'ailleurs l'une des principales avocates aux États-Unis d'un groupe de défense des droits de l'homme qui représentait les familles de migrants vénézuéliens expulsés puis emprisonnés au Salvador. Une critique par ailleurs très virulente du président salvadorien Nayib Bukele, avait été expulsée, elle, à son tour vers son pays d'origine. The Guardian rapporte qu'elle a été arrêtée dimanche pour des accusations de détournement de fonds présumés datant d'il y a 10 ans. Selon le quotidien britannique, son arrestation fait partie, je cite, d'une répression croissante contre la société civile et contre la presse libre par le gouvernement de Bukele, visiblement encouragé par sa relation étroite avec l'administration Trump, qui paye le Salvador pour détenir des migrants, les migrants expulsés de son système pénitentiaire. Lui aussi avait été en prison, emprisonné en 1967 pour trouble à l'ordre public avant de mourir 4 ans plus tard. À Paris, où il a été inhumé au cimetière du Père-Lachaise, lui c'est... Jim Morrison, évidemment, après cette disparition, le chanteur américain des Doors est devenu l'objet d'un tel culte qu'une sculpture avait été faite de lui pour commémorer les 10 ans de sa mort. Ce buste avait ensuite disparu d'Amiens 7 ans après, en 1988. Le magazine Rolling Stone rapporte qu'elle vient d'être retrouvée totalement par hasard lors d'une perquisition dans une affaire d'escroquerie, une histoire, ma foi, assez rocambolesque qui aurait pas mal plu au chanteur des Doors, immense chanteur que les moins de 20 ans ne connaissent peut-être pas. Transition tout à fait diabolique, n'est-ce pas, Damien, pour parler de cette étude surprenante publiée par The Guardian toujours, qui indique que près de la moitié des jeunes Britanniques interrogés disent qu'ils préféreraient un monde sans Internet. Près de 70% d'entre eux disent aussi se sentir plus mal après avoir utilisé les réseaux sociaux. Il y en a plus d'un quart qui disent passer plus de 4 heures par jour sur les réseaux, ce qui est énorme. Merci beaucoup, Hélène, pour cette revue de presse. Allez, toute autre chose maintenant.